Le succès de l'auteur pour lequel je dédie ce programme repose sur un malentendu. On le tient pour un gai farceur ou pour un révolutionnaire qui sape le régime tsariste par ses satires sociales. En fait, ce petit homme sarcastique est un conservateur, un conformiste en politique. Il n'attaque pas les institutions, mais les hommes. Sous ses boutades, il cache un pessimisme foncier. « On s'ennuie à se pendre dans ce monde, messieurs, » dit-il. Il n'a jamais regardé la Russie qu'à travers les portières d'une berline fuyant vers l'Europe, et ses descriptions doivent moins leur vérité à une observation objective qu'au fantasme de son imagination. Bonjour. Fils d'un propriétaire foncier d'Ukraine, Nikolaï Vassilievitch Gogol, 1809-1852, souvent appelé Nicolas Gogol en français, part à Saint-Pétersbourg à l'âge de 20 ans pour faire carrière dans l'administration. Rapidement déçu dans ses ambitions, il délaisse la bureaucratie en 1831 pour se consacrer uniquement à la littérature. Présenté à Pouchkine, qui l'encourage à écrire, il est d'abord reconnu pour ses recueils de nouvelles, Soirée du hameau en 1832 et Arabesque en 1835. De 1840 jusqu'à sa mort, il se consacre à la rédaction des Âmes mortes, son chef-d'œuvre inachevé. Très fragile psychologiquement, il sombre peu à peu dans le mysticisme et la folie. Je vous propose aujourd'hui Journal d'un fou, une nouvelle de Nicolas Gogol, écrite en 1834. Des monts et merveilles, Michael Darjoy. Le 3 octobre. Il m'est arrivé aujourd'hui une aventure étrange. Je me suis levé assez tard, et quand Mavra m'a apporté mes bottes cirées, je lui ai demandé l'heure. Quand elle m'a dit qu'il était 10 heures bien sonnées, je me suis dépêché de m'habiller. J'avoue que je ne serais jamais allé au ministère si j'avais su d'avance quelle mine revêche ferait notre chef de section. Voilà déjà un bout de temps qu'il me dit « Comment se fait-il que tu aies toujours un pareil brouillamini dans la cervelle, frère? Certains jours, tu te démènes comme un possédé. Tu fais un tel gâchis que le diable lui-même n'y retrouverait pas son bien. Tu écris un titre en petites lettres. Tu n'indiques ni la date ni le numéro. Le vilain oiseau. » Il est sûrement jaloux de moi parce que je travaille dans le cabinet du directeur et que je taille les plumes de son excellence. Bref, je ne serais pas allé au ministère si je n'avais pas eu l'espoir de voir le caissier et de soutirer à ce juif fût-ce la plus petite avance sur ma paie. Quel être encore que celui-ci? Le jugement dernier sera là avant qu'il vous fasse jamais une avance sur votre mois, Seigneur. Tu peux supplier, te mettre en quatre, même si tu es dans la misère, il ne te donnera rien, le vieux démon. Et quand on pense que, chez lui, sa cuisinière lui donne des gifles, tout le monde sait cela. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à travailler dans un ministère. Cela ne rapporte absolument rien. À la régence de la province, à la chambre civile ou à la chambre des finances, c'est une autre paire de manches. On en voit là-bas qui sont blottis dans des coins griffonnés. Ils portent des vestons malpropres, ils ont une trogne telle qu'on a envie de cracher, mais il faut voir les villas qu'ils habitent. Pas question de leur offrir des tasses de porcelaine dorée. Ils vous répondront « Ça, c'est cadeau pour un docteur ». Mais une paire de trotteurs,
Une calèche ou un manteau de castor, dans les 300 roubles, cela, oui, on peut y aller. On les voit. Ils ont une mine paisible et ils s'expriment d'une manière si raffinée. Veuillez me permettre de tailler votre plume avec mon canif. Et ensuite, ils étrillent si bien le solliciteur qu'il ne lui reste plus que sa chemise. Il est vrai que chez nous, par contre, le service est distingué. Partout, une propreté telle qu'on n'en verra jamais de semblable à la régence de la province. Des tables d'acajou, et tous les chefs se disent « vous ». Oui, j'en conviens. Si ce n'était la distinction du service, il y a longtemps que j'aurais quitté le ministère. J'avais mis ma vieille capote et emporté mon parapluie car il pleuvait à verse. Personne dans les rues. Je n'ai rencontré que des femmes qui se protégeaient avec le pan de leur robe, des marchands russes sous leurs parapluies et des cochers. Comme noble, il y avait juste un fonctionnaire comme moi qui traînait. Je l'ai aperçu au carrefour. Dès que je l'ai vu, je me suis dit « Hé hé, mon cher, tu ne te rends pas au ministère, tu presses le pas derrière celle qui court là-bas et tu regardes ses jambes. Quels fripons nous sommes, nous autres fonctionnaires. Ma parole, nous rendrions des points à n'importe quel officier. Qu'une dame en chapeau montre seulement le bout de son nez, et nous passons infailliblement à l'attaque. » Tandis que je réfléchissais ainsi, j'ai aperçu une calèche qui s'arrêtait devant le magasin dont je longeais la devanture. Je l'ai reconnue sur-le-champ. C'était la calèche de notre directeur. Mais il n'y a que faire dans ce magasin, me suis-je dit. C'est sans doute sa fille. Je me suis effacé contre la muraille. Le valet a ouvert la portière et elle s'est envolée de la voiture comme un oiseau. Elle a jeté un coup d'œil à droite, à gauche. J'ai distingué dans un éclair ses yeux et ses sourcils. Seigneur Dieu, j'étais perdu, perdu. Quelle idée de sortir par une pluie pareille. Allez soutenir maintenant que les femmes n'ont pas la passion de tous ces chiffons. Elle ne m'a pas reconnu, et d'ailleurs, je m'efforçais de me dissimuler du mieux que je pouvais, car ma capote était très sale et, qui plus est, d'une coupe démodée. Aujourd'hui, on porte des manteaux à grand col, tandis que j'en avais 2 petits l'un sur l'autre, et puis c'est du drap mal décati. Sa petite chienne, qui n'avait pas réussi à franchir le seuil du magasin, était restée dans la rue. Je connais cette petite chienne. Elle s'appelle Medji. Il ne s'était pas écoulé une minute que j'ai entendu soudain une voix fluette. « Bonjour, Medji. » En voilà bien une autre. Qui disait cela? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu 2 dames qui passaient sous un parapluie, l'une vieille, l'autre toute jeune. Mais elle m'avait déjà dépassé et, à côté de moi, la voix a retenti de nouveau. « Tu n'as pas honte, Medji ?» Quelle diablerie! Je vois Medji flairer le chien qui suivait les dames. « Hé, me suis-je dit, mais est-ce que je ne serais pas soûl? Pourtant, cela m'arrive rarement. »« Non, fidèle, tu te trompes. » J'ai vu de mes yeux Medji prononcer ces mots. J'ai été très malade. Voyez-moi un peu ce chien. J'avoue que j'ai été stupéfait en l'entendant parler comme les hommes. Mais plus tard, après avoir bien réfléchi à tout cela, j'ai cessé de m'étonner. En effet, on a déjà observé ici-bas un grand nombre d'exemples analogues. Il paraît qu'en Angleterre, on a vu sortir de l'eau un poisson qui a dit 2 mots dans une langue si étrange que depuis 3 ans déjà, les savants se penchent sur le problème sans avoir encore rien découvert. J'ai lu aussi, dans les journaux, que 2 vaches étaient entrées dans une boutique pour acheter un livre de thé. Mais
Je reconnais que j'ai été beaucoup plus surpris quand Medji a dit « Je t'ai déjà écrit, fidèle. Sans doute Centaure ne t'a-t-il pas apporté ma lettre ?» Je veux bien qu'on me supprime ma paix, si de ma vie j'ai entendu dire qu'un chien pouvait écrire. Un noble seul peut écrire correctement. Bien sûr, il y a aussi des commis de magasin et même des serfs qui sont capables de gribouiller de temps à autre. Mais leur écriture est le plus souvent machinale, ni virgule, ni point, ni style. Je fus donc étonné. J'avoue que, depuis quelque temps, il m'arrive parfois d'entendre et de voir des choses que personne n'a jamais vues ni entendues. Allons, me suis-je dit, je vais suivre cette chienne et je saurai qui elle est et ce qu'elle pense. J'ai ouvert mon parapluie et emboîté le pas aux deux dames. Elles ont pris la rue aux Pois, tourné à la rue des Bourgeois, puis à la rue des Menuisiers, dans la direction du pont de Koukouchkine, et se sont arrêtées devant une grande maison. Je connais cette maison, ai-je pensé. C'est la maison Zverkov, mais c'est une véritable caserne. Il y vit toute espèce de gens, des cuisiniers, des voyageurs, et les fonctionnaires de mon espèce y sont entassés les uns sur les autres comme des chiens. J'y ai aussi un ami qui joue gentiment de la trompette. Les dames sont donc montées au 4e étage. C'est bon, me suis-je dit. C'est bon pour aujourd'hui. Je reste là, mais je retiens l'endroit et ne manquerai pas d'en profiter à l'occasion. 4 octobre. C'est aujourd'hui mercredi. Aussi me suis-je rendu dans le cabinet de notre chef. J'ai fait exprès d'arriver en avance. Je me suis installé et je lui ai taillé toutes ses plumes. Notre directeur est certainement un homme très intelligent. Tout son cabinet est garni de bibliothèques pleines de livres. J'ai lu les titres de certains d'entre eux. Tout cela, c'est de l'instruction, mais une instruction qui n'est pas à la portée d'homme de mon acabit, toujours de l'allemand ou du français. Et quand on le regarde, quelle gravité brille dans ses yeux. Je ne l'ai jamais entendu prononcer une parole inutile. C'est tout juste si, quand on lui remet un papier, il vous demande « Quel temps fait-il » ? « Humide, Votre Excellence. » Ah, il n'est pas de la même pâte que nous, c'est un homme d'État. Je remarque, toutefois, qu'il a pour moi une affection particulière. Si sa fille, elle aussi... Canaillerie, c'est bon, je me tais. J'ai lu L'Abeille du Nord. Quels imbéciles que ces Français! Qu'est-ce qu'ils veulent donc, ma parole? Je les ferai tous arrêter et passer aux verges. J'ai lu aussi dans le journal le compte-rendu d'un bal, décrit avec grâce par un propriétaire de Koursk. Les propriétaires de Koursk écrivent bien. Après cela, j'ai vu qu'il était midi et demi passé, et que notre chef ne sortait toujours pas de sa chambre. Mais, vers 1h30, il s'est produit un incident qu'aucune plume ne peut dépeindre. La porte s'est ouverte. J'ai cru que c'était le directeur et me suis levé aussitôt, mes papiers à la main. Or, c'était elle, elle-même. Saint du paradis, comme elle était bien habillée. Elle portait une robe blanche comme du duvet de cygne, une splendeur. Et le coup d'œil qu'elle m'a jeté, un soleil, pardieu, un vrai soleil. Elle m'a adressé un petit salut et m'a dit « Papa n'est pas là ?» Aïe, 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 aïe. Quelle voix! Un canari! Aussi vrai que je suis là, un canari! Votre Excellence, ai-je voulu dire, ne me punissez pas, mais si c'est là votre bon plaisir, châtiez-moi de votre auguste petite main. Oui, mais le diable m'emporte, ma langue s'est embarrassée et je lui ai répondu seulement « Non, non ». Elle a posé son regard sur moi, puis sur les livres, et a laissé tomber son mouchoir.
Je me suis précipité et ai glissé sur ce maudit parquet, et peu s'en est fallu que je me décolle le nez. Mais je me suis attrapé et j'ai ramassé le mouchoir. Saints anges, quel mouchoir! En batiste la plus fine, de l'ambre, il n'y a pas d'autre mot. Sans mentir, il sentait le généralat. Elle m'a remercié d'un léger sourire qui a à peine entr'ouvert ses douces lèvres, et elle a quitté la pièce. Je suis resté là encore 1 heure. Soudain, un valet est venu me dire « Rentrez chez vous, Oxens Ivanovitch. Le maître est déjà parti. » Je ne peux pas souffrir la société des valets. Ils sont toujours à se vautrer dans les antichambres, et ils ne daigneraient même pas vous faire un signe de tête. Et si ce n'était que cela, un jour, une de ces brutes s'est avisée de m'offrir du tabac sans bouger de sa place. Sais-tu bien, esclave stupide, que je suis un fonctionnaire de noble origine? Quoi qu'il en soit, j'ai pris mon chapeau, j'ai endossé moi-même ma capote, car ces messieurs ne vous l'attendent jamais, et je suis sorti. Chez moi, je suis resté couché sur mon lit presque toute la journée. Puis, j'ai recopié 2 très jolis vers. 1 heure passée loin de ma vie me dure autant qu'1 année. Si je dois haïr ma vie, la mort m'est plus douce, ai-je clamé. C'est sans doute Pouchkine qui a écrit cela. Sur le soir, enveloppé dans ma capote, je suis allé jusqu'au perron de son Excellence et j'ai fait le guet un long moment. Si elle sortait, pour monter en voiture, je pourrais la regarder encore une petite fois. Mais non, elle ne s'est pas montrée. 6 novembre. Notre chef de section est complètement déchaîné. Quand je suis arrivé au ministère, il m'a fait appeler et a commencé ainsi. « Dis-moi, je te prie, ce que tu fais. »« Comment cela? Je ne fais rien, » ai-je répondu. « Allons, réfléchis bien. Tu as passé la quarantaine, n'est-ce pas? Il serait temps de rassembler tes esprits. Qu'est-ce que tu t'imagines? Crois-tu que je ne suis pas au courant de toutes tes gamineries? Voilà que tu tournes autour de la fille du directeur maintenant. Mais regarde-toi, songe 1 minute à ce que tu es. Un 0, rien de plus, et tu n'as pas un sous-vaillant. Regarde-toi un peu dans la glace, tu ne manques pas de prétention. » Sapristi, sa figure, à lui, tient de la fiole d'apothicaire. Il a sur le sommet du crâne une touffe de cheveux bouclés en toupet. Il la fait tenir en l'air, l'enduit d'une espèce de pommade à la rose, et il se figure qu'il n'y a qu'à lui que tout est permis. Je comprends fort bien pourquoi il m'en veut. Il est jaloux. Il a peut-être été surpris des marques de bienveillance toutes particulières qu'on m'a octroyées. Mais je crache sur lui. La belle affaire qu'a conseillé Aulique. Il accroche une chaîne d'or à sa montre, il se commande des bottes à 30 roubles, et après, que le diable le patafiole. Et moi, est-ce que mon père était roturier, tailleur ou sous-officier? Je suis noble, moi. Je peux monter en grade, moi aussi. Pourquoi pas? Et je n'ai que 42 ans. À notre époque, c'est l'âge où l'on commence à peine sa carrière. Attends, l'ami, nous deviendrons colonels, et même peut-être quelque chose de mieux, si Dieu le permet. Nous ferons une réputation encore plus flatteuse que la tienne. Alors, tu t'es fourré dans la tête qu'il n'existait pas un seul homme convenable en dehors de toi? Qu'on me donne seulement un habit de chérouche, que je mette une cravate comme la tienne, et tu ne m'arriveras pas à la cheville. Je n'ai pas d'argent, c'est la meilleure, ça, mais c'est le malheur aussi. 8 novembre. Je suis allé au théâtre. On jouait Philatka, le nigaud russe. J'ai beaucoup ri. Il y avait aussi un vaudeville avec des vers amusants sur les avoués, et en particulier sur un enregistreur de collège. Ces vers étaient vraiment très libres, et j'ai été étonné que la censure les ait laissés passer. Quant aux marchands, on dit franchement qu'ils trompent les gens,
et que leurs fils s'adonnent à la débauche et se fauvillent parmi les nobles. Il y a aussi un couplet fort comique sur les journalistes. On y dit qu'ils aiment déblatérer surtout, et l'auteur demande la protection du public. Les écrivains sortent aujourd'hui des pièces bien divertissantes. J'aime aller au théâtre. Dès que j'ai un sou en poche, je ne peux pas me retenir d'y aller. Eh bien, parmi mes pareils, les fonctionnaires, il y a de véritables cochons qui ne mettraient pas le pied au théâtre pour un empire. Les rustres. C'est à peine s'ils se dérangeraient si on leur donnait un billet gratis. Il y avait une actrice qui chantait à ravir. J'ai pensé à l'autre. Eh, canaillerie, c'est bon, c'est bon. Je me tais. 9 novembre. À 8 heures, je suis allé au ministère. Notre chef de section a fait mine de ne pas remarquer mon arrivée. De mon côté, j'ai fait comme s'il n'y avait rien eu entre nous. J'ai revu et vérifié les paperasses. Je suis sorti à 4 heures. J'ai passé devant l'appartement du directeur, mais il n'y avait personne en vue. Après le dîner, je suis resté étendu sur mon lit presque toute l'après-midi. 11 novembre. Aujourd'hui, je me suis installé dans le cabinet du directeur et j'ai taillé pour lui 23 plumes. Il aime beaucoup avoir un grand nombre de plumes à sa disposition. Oh, c'est un cerveau pour sûr. Il n'ouvre pas la bouche, mais je suppose qu'il soupèse tout dans sa tête. Je voudrais savoir à quoi il pense le plus souvent, ce qui se trame dans cette cervelle. J'aimerais observer de plus près la vie de ces messieurs. Toutes ces équivoques, ces manèges de courtisans, comment ils se conduisent, ce qu'ils font dans leur monde, voilà ce que je désirerais apprendre. J'ai essayé plusieurs fois d'engager la conversation avec son Excellence, mais, sacrebleu, ma langue m'a refusé tout service. J'ai juste dit qu'il faisait froid ou chaud dehors, et je n'ai positivement rien pu sortir d'autre. J'aimerais jeter un coup d'œil dans son salon, dont la porte est quelquefois ouverte, et dans la pièce qui est derrière. Ah, quel riche mobilier, quel beau miroir, quelle fine porcelaine. J'aimerais entrer une seconde là-bas, dans le coin où demeure son Excellence. Voilà où je désirerais pénétrer, dans son boudoir. Comment sont disposés tous ces vases et tous ces flacons, ces fleurs qu'on a peur de flétrir avec son haleine, ces vêtements en désordre, plus semblables à de l'air qu'à des vêtements. Je voudrais jeter un coup d'œil dans sa chambre à coucher. Là, j'imagine des prodiges, un paradis tel qu'il ne s'en trouve même pas de pareil dans les cieux. Regardez l'escabeau où elle pose son petit pied au saut du lit, la voir gainer ce petit pied d'un bas léger blanc comme neige. Aïe, 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 aïe. C'est bon, je me tais. Aujourd'hui, par ailleurs, j'ai eu comme une illumination. Je me suis rappelé cette conversation que j'ai surprise entre deux chiens sur la perspective Nevski. C'est bon, me suis-je dit. Maintenant, je saurai tout. Il faut intercepter la correspondance qu'entretiennent ces sales cabots. Alors, j'apprendrai sûrement quelque chose. J'avoue qu'une fois même, j'ai appelé Medji et lui ai dit « Écoute, Medji, nous sommes seuls, tu le vois. Si tu veux, je peux aussi fermer la porte, ainsi personne ne nous verra. Dis-moi tout ce que tu sais de ta maîtresse. Que fait-elle? Qui est-elle? Je te jure de ne rien dire à personne. » Mais ce rusé animal a serré sa queue entre ses jambes, s'est ramassé de plus belle et a gagné la porte comme s'il n'avait rien entendu. Il y a longtemps que je soupçonne que le chien est beaucoup plus intelligent que l'homme. Je suis même persuadé qu'il peut parler, mais qu'il y a en lui une espèce d'obstination. C'est un remarquable politique. Il observe tout, les moindres pas de l'homme. Oui, coûte que coûte,
J'irai dès demain à la maison Zverkov. J'interrogerai Fidèle et, si j'en trouve le moyen, je saisirai toutes les lettres que lui a écrites Medji. 12 novembre. À 2 heures de l'après-midi, je suis sorti de chez moi, dans l'intention bien arrêtée de trouver Fidèle et de l'interroger. Je ne peux pas supporter cette odeur de chou qui se dégage de toutes les petites boutiques de la rue des Bourgeois. De plus, il vous parvenait de chaque porte cochère une telle puanteur que je me suis sauvé à toutes jambes en me bouchant le nez. Et puis, ces coquins d'artisans laissent échapper de leurs ateliers une si grande quantité de suie et de fumée qu'il est décidément impossible de se promener ici. Arrivé au 5e étage, j'ai sonné. Une jeune fille m'a ouvert la porte, pas mal faite, avec des petites taches de rousseur. Je l'ai reconnue, c'était celle-là même qui marchait à côté de la vieille. Elle a rougi légèrement, et j'ai tout de suite vu de quoi il retournait. « Toi, ma belle, tu as envie d'un fiancé. »« Vous désirez ?» m'a-t-elle dit. « J'ai besoin de parler à votre chienne. » Que cette fille était sotte. J'ai compris immédiatement qu'elle était sotte. À ce moment, la chienne a accouru en aboyant. J'ai voulu l'attraper, mais cet ignoble animal a manqué de refermer ses mâchoires sur mon nez. J'ai malgré tout aperçu sa corbeille dans un coin. Hé 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 hé. Voilà ce qu'il me faut. Je m'en suis approché. J'ai retourné la paille du panier et, à mon extrême satisfaction, en ai retiré une mince liasse de petits papiers. Cette sale chienne, en voyant cela, m'a tout d'abord mordu au mollet. Puis, quand elle a senti que j'avais pris les lettres, elle s'est mise à glapir et à me faire des caresses. Non, ma chère, adieu. Et je suis parti bien vite. Je crois que la jeune fille m'a pris pour un fou, car elle a semblé extrêmement effrayée. Rentré chez moi, j'ai voulu sur l'heure me mettre au travail et déchiffrer ces lettres, car je n'y vois pas très bien à la lumière de la bougie. Mais Mavra s'était avisée de laver le plancher. Ces idiotes de Finnoises ont toujours des idées de propreté au mauvais moment. Alors, je suis parti faire un tour et méditer sur l'événement. Ce coup-ci, enfin, je vais savoir toutes ses actions et ses pensées, tous ses mobiles. Je vais enfin démêler tout cela. Ce sont ces lettres qui vont m'en donner la clé. Les chiens sont des gens intelligents, au fait de toutes les relations politiques, et sans doute vais-je trouver tout là-dedans. Le portrait et les moindres actions de cet homme, et il y sera bien fait aussi une petite allusion à celle qui... C'est bon, je me tais. Je suis rentré chez moi à la fin de l'après-midi. Je suis resté couché sur mon lit une bonne partie de la soirée. 13 novembre. Eh bien, voyons, cette lettre est calligraphiée assez lisiblement. Pourtant, il y a un je ne sais quoi de canin dans ces caractères. Lisons. Cher Fidèle, je ne peux décidément pas m'habituer à ce nom bourgeois, comme s'il ne pouvait pas t'en donner un plus élégant. Fidèle, Rose, comme c'est vulgaire, mais laissons cela. Je suis très contente que nous ayons décidé de nous écrire. Cette lettre est écrite très correctement. La ponctuation et les accents sont toujours à leur place. À parler franchement, notre chef de section lui-même n'écrit pas aussi bien, quoiqu'il nous rabatte les oreilles de l'université où il a fait ses études. Voyons la suite. Il me semble que partager ses pensées, ses sentiments et ses impressions avec autrui est un des plus grands bonheurs sur cette terre. Cette réflexion est puisée dans un ouvrage traduit de l'allemand. J'en ai oublié le titre. Je dis cela par expérience, quoique je n'ai pas couru le monde au-delà de la porte cochère de notre maison. Ma vie ne s'écoule-t-elle pas dans le bien-être? Ma maîtresse, que papa appelle Sophie, m'aime à la folie. Aïe, 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 c'est bon, je me tais.
Papa, lui aussi, me caresse très souvent. Je bois du thé et du café avec de la crème. Ah, ma chère, je dois te dire que je ne trouve aucun agrément à ces énormes os rongés que dévore à la cuisine notre centaure. Il y a que les os de gibier qui sont savoureux, surtout quand personne n'en a encore sucé la moelle. J'aime beaucoup qu'on mélange plusieurs sauces, mais sans capre et sans herbes potagères. Je ne sais rien de pire que l'habitude de donner aux chiens des boulettes de pain. Un quelconque monsieur, assis à table, et dont les mains ont tripoté toutes sortes de saletés, se met à pétrir de la mie de pain avec ses mêmes mains, et vous appelle et vous fourre sa boulette dans la gueule. Et je trouve ça impoli de refuser, alors on la mange, avec dégoût, mais on la mange tout de même. Le diable sait ce que cela veut dire. Quelle absurdité! Comme s'il n'y avait pas de sujet plus intéressant à traiter. Voyons la page suivante. Peut-être y trouverons-nous quelque chose de plus sensé. Je me ferai un plaisir de te tenir au courant de tous les événements qui se produisent chez nous. Je t'ai déjà donné quelques détails sur le personnage principal que Sophie appelle Papa. C'est un homme très étrange. Ah, enfin, oui, je sais. Ils ont des vues politiques sur tous les sujets. Voyons ce qui concerne papa. Un homme très étrange. Il se tait le plus souvent. Il ouvre rarement la bouche, mais il y a 8 jours, il n'arrêtait pas de répéter tout seul. Est-ce qu'on me le donnera, oui ou non? Il prenait une feuille de papier à la main, en pliait une autre, vide, et disait Est-ce qu'on me le donnera, oui ou non? Un jour, peut-être. Il s'est retourné vers moi et m'a demandé Qu'en penses-tu, Medji? Est-ce qu'on me le donnera, oui ou non? Je n'y ai compris goutte. J'ai reniflé ses bottes et me suis éloigné. Puis, ma chère, une semaine plus tard, papa est rentré tout joyeux. Toute la matinée, des messieurs en uniforme sont venus le féliciter. À table, il était plutôt gai, plus que jamais, et ne tarissait pas d'anecdotes. Après le dîner, il m'a soulevé jusqu'à son cou et m'a dit Regarde, Medji, qu'est-ce que c'est que cela? J'ai vu un ruban. Je l'ai reniflé, mais ne lui ai trouvé aucun arôme. Enfin, je lui ai donné un coup de langue sans me faire voir. C'était un peu salé. Hmm. Il me semble que cette chienne est par trop... Elle mérite le fouet. Ainsi, notre homme est un ambitieux. Il faut en prendre bonne note. Adieu, ma chère, je me sauve. Etc., etc. Je terminerai ma lettre demain. Bonjour. Nous voici de nouveau réunis. Aujourd'hui, ma maîtresse Sophie. Oh, voyons ce que fait Sophie. Hé, hé, canaillerie. C'est bon, c'est bon. Poursuivons. Ma maîtresse Sophie était dans tous ses états. Elle se préparait à partir au bal, et je me suis réjoui de pouvoir t'écrire en son absence. Ma Sophie est toujours ravie d'aller au bal, quoiqu'elle se mette toujours très en colère en faisant sa toilette. Je ne comprends nullement, ma chère, le plaisir d'aller au bal. Sophie revient vers 6 heures du matin et, presque chaque fois, je devine à son pauvre visage pâle qu'on ne lui a rien donné à manger là-bas. La malheureuse enfant. Je ne pourrais jamais vivre ainsi, je l'avoue. Si on ne me donnait pas de ces jolies notes en sauce ou une aile de poulet, je ne sais ce que je deviendrais. La bouillie à la sauce est bonne aussi, mais les carottes, les navets ou les artichauts, ce n'est jamais bon. Style extrêmement inégal. On voit tout de suite que ce n'est pas un homme qui a écrit cela. Cela commence comme il faut, puis cela finit à la manière chien. Regardons encore un de ces billets. C'est un peu longuet, hein?
La date n'est même pas indiquée. Ah, ma chère, comme l'approche du printemps se fait sentir. Mon cœur bat à tout propos comme s'il attendait quelque chose. Mes oreilles bourdonnent sans cesse. Parfois, je reste plusieurs minutes de suite, une patte en l'air, à écouter aux portes. Je ne te cacherai pas que j'ai beaucoup de galants. Souvent, je les observe, assises derrière la fenêtre. Ah, si tu savais quel monstre on voit parmi eux. Il y a un Malinois taillé à la hache, effroyablement bête. Sa bêtise est écrite sur son visage. Il se promène dans la rue avec des airs supérieurs, et il s'imagine qu'il est un personnage considérable. Il croit qu'on n'a Dieu que pour lui, ma parole, mais il n'en est rien. Je ne fais pas plus attention à lui que si je ne le voyais pas. Et cet horrible dogue qui stationne devant ma fenêtre, s'il se dressait sur ses pattes de derrière, ce qu'il est certainement incapable de faire, le rustre, il dépasserait de toute la tête le papa de ma Sophie qui est déjà d'une taille et d'une corpulence respectable. Ce malotru est visiblement d'une impudence sans pareille. J'ai grogné une ou deux fois après lui, mais c'est le cadet de ses soucis. Il ne sourcille même pas. Il fixe ma croisée, les oreilles basses, la langue pendante. Un vrai paysan. Mais tu penses bien, ma chère, que mon cœur ne reste pas indifférent à toutes les sollicitations, loin de là. Si tu voyais ce cavalier qui escalade la clôture de la maison voisine et qui, ah non, Trésor. Ah, ma chère, la jolie frimousse que la sienne. Quoi? Au diable! Quelle abomination! Et comment peut-on remplir une lettre de semblables inepties? Qu'on me mène un homme, je veux voir un homme, je réclame une nourriture dont mon âme se repaisse et se délecte, tandis que ces niaiseries. Tournons la page, ce sera peut-être mieux. Sophie cousait, assise près d'un guéridon. Je regardais par la fenêtre car j'aime surveiller les passants. Tout à coup, un valet est entré et a annoncé Tiplof! Introduis-le, s'est écriée Sophie, et elle s'est jetée vers moi pour m'embrasser. Ah, Medji, si tu savais qui c'est. Il est brun, gentilhomme de la chambre, et il a des yeux noirs et étincelants comme la braise. Et Sophie s'est sauvée dans ses appartements. Une minute plus tard, est entré un jeune gentilhomme de la chambre avec des favoris noirs. Il s'est approché de la glace, a rectifié sa coiffure et a fait le tour de la pièce. J'ai poussé un petit grognement et me suis tapi dans mon coin. Sophie est arrivée peu après et a répondu joyeusement à sa révérence. Moi, je continuais tranquillement à regarder par la fenêtre comme si de rien n'était, mais j'ai penché légèrement la tête et me suis efforcé de comprendre de quoi il s'entretenait. Ah, ma chère, quelle sottise il disait! Il racontait qu'une dame, au milieu d'une danse, avait exécuté telle figure au lieu de telle autre, ou qu'un certain Poboff, qui ressemblait à s'y méprendre à une cigogne avec son jabot, avait failli tomber. Qu'une dame, Lydina, s'imaginait avoir les yeux bleus alors qu'elle ne les avait que verts, et tout à l'avenant. Il ferait beau voir comparer ce gentilhomme à Trésor, me suis-je dit en moi-même. Ciel, quelle différence! Premièrement, ce monsieur a un visage large et absolument plat avec des favoris autour, comme il l'avait enveloppé d'un fichu noir, tandis que Trésor a des traits fins et une tache blanche juste sur le front. Quant à la taille de Trésor, il n'est même pas besoin de la comparer à celle du gentilhomme de la chambre. Et les yeux, les manières, l'allure sont tout à fait autres. Oh, mais quelle différence! Je ne sais pas, ma chère, ce qu'elle trouve à son Tipleuf. Pourquoi en est-elle tellement entichée? Il me semble aussi qu'il y a là quelque chose qui cloche.
Il est impossible que cet Hiplof ait pu la charmer à ce point. Voyons plus loin. Si ce jeune homme trouve grâce à ses yeux, je ne vois pas pourquoi il n'en irait pas bientôt de même de ce fonctionnaire qui travaille dans le cabinet de papa. Ah, ma chère, si tu voyais cet avorton. Mais qui cela peut-il être? Il a un nom de famille très bizarre. Il reste assis toute la journée à tailler des plumes. Ses cheveux ressemblent à du foin. Papa l'emploie toujours pour faire les commissions. Je dirais que c'est à moi que ce vilain chien fait allusion. Où prend-il que mes cheveux ressemblent à du foin? Sophie ne peut se retenir de rire quand elle le regarde. Tu mens, maudit cabot, l'abominable langage, comme si je ne savais pas que c'est là l'ouvrage de la jalousie, comme si je ne savais pas de qui c'est le fait. Ce sont les menées de mon chef de section. Cet homme m'a juré une haine implacable et il s'acharne à me faire tort à chaque pas. Lisons encore une de ces lettres. Peut-être tout cela va-t-il s'éclairer de soi-même. Ma chère fidèle, tu m'excuseras d'être resté si longtemps sans t'écrire. J'ai vécu dans une parfaite ivresse. C'est avec raison qu'un écrivain a dit que l'amour était une seconde vie. Et puis, il y a maintenant de grands changements chez nous. Le gentilhomme de la chambre vient nous voir tous les jours. Sophie l'aime à la folie. Papa est très gai. J'ai même entendu dire à notre Grégoire, qui parle presque toujours tout seul en balayant les parquets, que le mariage aurait lieu bientôt, car papa veut absolument voir Sophie mariée soit à un général, soit à un gentilhomme de la chambre, soit à un colonel. Malédiction! Je ne peux pas en lire davantage. C'est toujours un gentilhomme de la chambre ou un général. Tout ce qu'il y a de meilleur au monde échoue toujours aux gentilshommes de la chambre ou aux généraux. On se procure une modeste aisance, on croit l'atteindre, et un gentilhomme de la chambre ou un général vous l'arrache sous le nez. Non, nom d'un chien, ce n'est pas pour obtenir sa main et autre chose de ce genre que je voulais devenir général. Non, si je voulais être général, c'était pour les voir s'empresser autour de moi, se livrer à tous ces manèges et équivoques de courtisans, et leur dire ensuite, vous deux, je vous crache dessus, sapristi, comme c'est vexant. J'ai déchiré en petits morceaux les lettres de cette chienne stupide. 3 décembre. C'est impossible. Cela ne tient pas debout. Ce mariage ne se fera pas. Il est gentilhomme de la chambre, et après, ce n'est qu'une distinction. Ce n'est pas une chose visible qu'on puisse prendre dans ses mains. Ce n'est pas parce qu'il est gentilhomme de la chambre qu'il lui viendra un troisième œil au milieu du front. Son nez n'est pas en or, que je sache, mais tout pareil au mien, au nez de n'importe qui. Il lui sert à briser, et non à manger, à éternuer, et non à tousser. J'ai déjà plusieurs fois essayé de démêler l'origine de toutes ces différences. Pourquoi suis-je conseiller titulaire, et à quel propos? Peut-être que je suis comte ou général, et que j'ai seulement l'air comme ça d'être un conseiller titulaire. Peut-être que j'ignore moi-même qui je suis. Il y en a de nombreux exemples dans l'histoire. Un homme ordinaire, sans parler d'un noble, un simple bourgeois ou un paysan, découvre subitement qu'il est un grand seigneur ou un baron ou quelque chose d'approchant. Si un si illustre personnage peut sortir d'un moudjik, que sera-ce s'il s'agit d'un noble? Si, par exemple, je descendais dans la rue en uniforme de général, une épaulette sur l'épaule droite, une autre sur l'épaule gauche, et un ruban bleu ciel en écharpe. Sur quel ton chanterait alors madame? Et que dirait papa, notre directeur? Oh, c'est un grand ambitieux, un franc-maçon, sans aucun doute. Bien qu'il fasse semblant d'être ceci et cela, j'ai tout de suite deviné qu'il était franc-maçon. Quand il tend la main à quelqu'un, il n'avance que de doigts. Est-ce que je ne peux pas, à l'instant même, être promu général-gouverneur ou intendant ou quelque chose de ce genre? Je voudrais savoir pourquoi je suis conseiller titulaire.
Pourquoi, précisément, conseiller titulaire? 5 décembre. Aujourd'hui, j'ai lu les journaux toute la matinée. Il se passe de drôles de choses en Espagne. Je ne comprends même pas très bien. On dit que le trône est vacant, que les dignitaires sont embarrassés pour choisir un héritier et que cela provoque des émeutes. Cela me paraît tout à fait étrange. Comment le trône peut-il être vacant? On dit qu'une certaine Donia doit monter sur le trône. Une Donia ne peut pas monter sur le trône, en aucune façon. Sur le trône, il faut un roi. Mais ils disent qu'il n'y a pas de roi. Il est impossible qu'il n'y ait pas de roi. Un État ne peut exister sans roi. Il y en a un, mais on ignore où il se trouve. Il est même peut-être là-bas, mais des raisons de famille ou des craintes du côté des puissances voisines, à savoir la France et les autres pays, l'obligent à se cacher, ou peut-être y a-t-il là d'autres motifs. 8 décembre. J'étais tout à fait décidé à me rendre au ministère, mais différentes raisons et réflexions m'en ont empêché. Les affaires d'Espagne ne peuvent toujours pas me sortir de l'esprit. Comment se peut-il qu'une Donia devienne reine? On ne le permettra pas. Et d'abord, l'Angleterre s'y opposera. Et puis, il y a la situation politique de toute l'Europe. L'empereur d'Autriche, notre empereur. J'avoue que ces événements m'ont tellement abattu, ébranlé, que je n'ai absolument rien pu faire de toute la journée. Mavra m'a fait remarquer que j'étais très distrait à table. En effet, j'ai, par distraction sans doute, jeté 2 assiettes sur le plancher. Elles ont aussitôt volé en éclats. Après le dîner, je suis allé me promener aux montagnes russes. Je n'ai rien pu en tirer d'instructif. Je suis demeuré sur mon lit le reste du temps, à réfléchir aux affaires d'Espagne. En 2000, 43e jour d'avril. Aujourd'hui est un jour de grande solennité. L'Espagne a un roi. On l'a trouvé. Ce roi, c'est moi. Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que j'ai été brusquement comme inondé de lumière. Je ne comprends pas comment j'ai pu penser, m'imaginer que j'étais conseiller titulaire. Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer dans mon cerveau? Il est encore heureux que personne n'ait songé alors à me faire enfermer dans une maison de santé. Maintenant, tout m'est révélé. Maintenant, tout est clair. Avant, je ne comprenais pas. Avant, tout était devant moi dans une espèce de brouillard. Tout ceci vient, je crois, de ce que les gens se figurent que le cerveau de l'homme est logé dans son crâne. Mais pas du tout. Il est apporté par un vent qui souffle de la mer Caspienne. J'ai tout de suite révélé à Mavra qui il était. Quand elle a appris qu'elle avait devant elle le roi d'Espagne, elle s'est frappé les mains l'une contre l'autre et a failli mourir de frayeur. Cette sotte n'avait encore jamais vu le roi d'Espagne. Je me suis malgré tout efforcé de la tranquilliser et de l'assurer, en termes gracieux, de ma bienveillance. Je lui ai dit que je ne lui gardais pas la moindre rancune d'avoir quelquefois mal ciré mes bottes. Ces gens sont ignorants. On ne peut pas les entretenir de sujets élevés. Elle a pris peur, parce qu'elle était convaincue que tous les rois d'Espagne ressemblent à Philippe II. Mais je lui ai expliqué qu'il n'y avait rien de commun entre Philippe et moi. Je ne suis pas allé au ministère. Le diable les emporte. Non, mes amis, maintenant, vous ne m'y prendrez plus. Je ne vais pas continuer à recopier vos sales paperasses. 86e jour de Martobre, entre le jour et la nuit. Aujourd'hui, l'huissier est venu me dire de me rendre au ministère, car il y avait plus de 3 semaines que je n'assurais plus mon service. Je suis allé au ministère, pour rire. Notre chef de section pensait que j'allais lui faire des révérences et lui adresser des excuses, mais je l'ai regardé d'un air indifférent, ni trop courroucé, ni trop bienveillant, et je me suis assis à ma place comme si je ne remarquais rien.
J'ai regardé toute cette vermine administrative et me suis dit, si vous saviez qui est assis parmi vous, que se passa-t-il? Seigneur Dieu, quel tohu-bohu cela soulèverait! Le chef de section lui-même me ferait un salut jusqu'à la ceinture, comme il fait maintenant pour le directeur. On a placé des papiers devant moi, afin que j'en fasse un résumé, mais je ne les ai même pas effleurés du bout des doigts. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'est mis à s'agiter. On avait dit que le directeur allait venir. Beaucoup de fonctionnaires ont couru, à qui se présenterait le plus vite devant lui. Mais je n'ai pas bougé. Quand il a traversé notre bureau, tous ont boutonné leurs habits. Moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur? Que je me lève devant lui, mais jamais! Quel directeur est-ce là? C'est un bouffon, pas un directeur, un bouffon ordinaire, un simple bouffon, rien de plus, comme ceux qui servent à boucher les bouteilles. Ce qui m'a amusé plus que tout, c'est quand ils m'ont glissé des papiers pour que je les signe. Ils s'imaginaient que j'allais écrire tout en bas de la feuille « Chef de bureau un tel ». Allons donc, j'ai gribouillé, bien en vue, là où signe le directeur du département, Ferdinand VII. Il fallait voir le silence respectueux qui a régné alors. Mais j'ai fait seulement un petit geste de la main en disant « Je ne veux aucun témoignage de soumission » et je suis sorti. Du bureau, je me suis rendu tout droit à l'appartement du directeur. Il n'était pas chez lui. Le valet a voulu m'empêcher d'entrer, mais je lui ai dit 2 mots. Les bras lui en sont tombés. J'ai gagné directement le cabinet de toilette. Elle était assise devant son miroir. Elle s'est levée brusquement et a fait un pas en arrière. Mais je ne lui ai pas dit que j'étais le roi d'Espagne. Je lui dis seulement qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer le bonheur qui l'attendait et que nous serions réunis malgré les machinations de nos ennemis. Je n'ai rien voulu ajouter de plus et j'ai quitté la pièce. Oh, quelle créature rusée que la femme! C'est seulement maintenant que j'ai compris ce qu'est la femme. Jusqu'à présent, personne ne savait de qui elle était amoureuse. Je suis le premier à l'avoir découvert. La femme est amoureuse du diable. Oui, sans plaisanter. Les physiciens écrivent des absurdités. Qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Elle n'aime que le diable. Voyez là-bas, celle qui braque ses jumelles de la loge du second rang. Vous croyez qu'elle regarde ce personnage bedonnant décoré d'une plaque? Vous n'y êtes pas. Elle regarde le diable qui se tient debout derrière lui. Tenez, le voilà, qui se dissimule sous son habit. Il lui fait signe du doigt. Et elle l'épousera pour sûr. Et tous ceux que vous voyez là, tous ces pères de famille gradés, tous ces hommes qui font des pirouettes dans tous les sens, et qui prennent la cour d'assaut en disant qu'ils sont patriotes, et patati et patata, des fermes, voilà ce que veulent ces patriotes. Leur père, leur mère, Dieu lui-même, ils le vendraient pour de l'argent, les ambitieux, les Judas. Et cette ambition illimitée provient de ce qu'ils ont sous la luette, une vésicule qui contient un vermisseau de la grosseur d'une tête d'épingle. C'est un barbier de la rue aux Pois qui fait tout cela. J'ai oublié son nom, mais on sait de source certaine qu'il veut, avec l'aide d'une sage-femme, répandre le mahométisme dans le monde entier, et on dit que c'est pour cela que la plus grande partie du peuple français confesse la foi de Mahomet. Pas de date. Ce jour-là était sans date. Je me suis promené incognito sur la perspective Nevski. Sa Majesté l'Empereur a passé en voiture. Toute la ville a ôté ses bonnets, et j'ai fait de même. Pourtant, je n'ai nullement laissé voir que j'étais le roi d'Espagne. J'ai jugé inconvenant de me faire connaître aussitôt devant tout le monde, car il faut avant tout que je me présente à la cour. Ce qui m'a arrêté,
c'est que je n'ai pas encore le costume national espagnol. Si je pouvais au moins me procurer une cape. Je voulais en commander une à un tailleur, mais ce sont de véritables ânes. De plus, ils négligent totalement leur travail. Ils se sont lancés dans la spéculation et, le plus souvent, ils pavent les chaussées. J'ai eu l'idée de me faire une cape dans mon uniforme neuf que je n'ai porté que 2 fois en tout et pour tout. Mais, pour que ces vauriens ne me la massacrent pas, j'ai décidé de la faire moi-même en fermant la porte à clé pour n'être vu de personne. Je l'ai tailladé de bout en bout avec mes ciseaux, car la coupe doit être tout autre. J'ai oublié la date. Il n'y a pas eu de mois non plus. C'était le diable sait quoi. Ma cape est achevée et cousue. Mavra a poussé un cri quand je l'ai mise. Pourtant, je ne me décide pas encore à me présenter à la cour. La députation d'Espagne n'est toujours pas là. Sans député, ce n'est pas convenable. Cela enlèverait tout poids à ma dignité. Je les attends d'un instant à l'autre. Le premier. Cette lenteur des députés m'étonne prodigieusement. Quelles sont les raisons qui ont pu les retarder? La France, peut-être. Oui, c'est la nation la moins bien disposée. Je suis allé demander à la poste si les députés espagnols n'étaient pas arrivés, mais le directeur, qui est parfaitement stupide, ne sait rien. Il m'a dit « Non, 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 il n'y a aucun député espagnol, mais si vous voulez écrire des lettres, nous les prendrons au cours fixé. » Qu'il aille se faire pendre. Qu'est-ce qu'une lettre? Une absurdité. Ce sont les apothicaires qui écrivent des lettres. Madrid, 30 février. Voilà, je suis en Espagne. Cela s'est fait si rapidement que j'ai à peine eu le temps de m'y reconnaître. Ce matin, les députés espagnols se sont présentés chez moi et je suis monté en voiture avec eux. Cette extraordinaire précipitation m'a paru étrange. Nous avons marché à tel train que nous avions atteint la frontière d'Espagne en une demi-heure. D'ailleurs, il est vrai que maintenant, il y a des chemins de fer dans toute l'Europe et que les bateaux à vapeur vont extrêmement vite. Curieux pays que l'Espagne. Quand nous sommes entrés dans la première pièce, j'y ai aperçu une foule d'hommes à la tête rasée. Mais j'ai deviné que cela devait être ou des grands ou des soldats car ils se rasent la tête. Ce qui m'a paru extrêmement bizarre, c'est la conduite du chancelier d'Empire. Il m'a pris par le bras, m'a poussé dans une petite chambre et m'a dit « Reste là, et si tu racontes que tu es le roi Ferdinand, je te ferai passer cette envie. » Sachant que ce n'était qu'une épreuve, j'ai répondu négativement. Alors, le chancelier m'a donné 2 coups de bâton sur le dos, si douloureux que j'ai failli pousser un cri. Mais je me suis dominé, me rappelant que c'était un rite de la chevalerie lors de l'entrée en charge d'un haut dignitaire. En Espagne, ils observent encore les coutumes de la chevalerie. Resté seul, j'ai voulu m'occuper des affaires de l'État. J'ai découvert que la Chine et l'Espagne ne sont qu'une seule et même terre, et que c'est seulement par ignorance qu'on les considère comme des pays différents. Je conseille à tout le monde d'écrire Espagne sur un papier. Cela donnera Chine. Mais j'ai été profondément affligé d'un événement qui doit se produire demain. Demain, à 7 heures, s'accomplira un étrange phénomène. La Terre s'assiera sur la Lune. Le célèbre chimiste anglais Wellington lui-même en parle. J'avoue que j'ai ressenti une vive inquiétude lorsque je me suis imaginé la délicatesse et la fragilité extraordinaire de la Lune. On sait que la Lune se fait habituellement à Hambourg et d'une façon abominable. Je m'étonne que l'Angleterre n'y fasse pas attention. C'est un tonnelier boiteux qui l'a fabriqué, et il est clair que cet imbécile n'a aucune notion de la Lune. Il y met un câble goudronné et une mesure d'huile d'olive. Il se répand alors sur toute la terre une telle puanteur qu'il faut se boucher le nez. De là,
bien que la lune elle-même est une sphère si délicate et que les hommes ne peuvent y vivre. Pour l'instant, elle n'est habitée que par les nez. Et voilà pourquoi nous ne pouvons voir nos nez. Ils se trouvent évidemment tous sur la lune. Quand j'ai pensé que la Terre, matière pesante, pouvait réduire nos nez en poudre en s'asseyant dessus, j'ai été saisi d'une angoisse telle que j'ai enfilé mes bras et mes chaussures et me suis rendu en rade dans la salle du Conseil d'État pour donner ordre à la police d'empêcher la Terre de s'asseoir sur la Lune. Les grands à tête rasée, que j'avais aperçus en nombre dans la salle du Conseil d'État, sont des gens très intelligents. Quand je leur ai dit « Messieurs, sauvons la Lune, car la Terre veut s'asseoir dessus », ils se sont tous précipités à l'instant pour exécuter ma volonté souveraine, et beaucoup ont grimpé au mur pour attraper la Lune, mais à ce moment est entré le grand chancelier. En le voyant, tous se sont enfuis. Comme je suis le roi, je suis resté seul. Mais le chancelier, à ma stupéfaction, m'a donné un coup de bâton et m'a reconduit de force dans ma chambre. Si grand est le pouvoir des coutumes populaires en Espagne. Janvier de la même année, qui a succédé à février. Je ne peux arriver à comprendre quel pays est l'Espagne. Les usages populaires et les règles de l'étiquette de la cour y sont tout à fait extraordinaires. Je ne comprends pas, décidément, je n'y comprends rien. Aujourd'hui, on m'a tondu, bien que j'ai crié de toutes mes forces que je ne voulais pas être moine. Mais je ne peux même plus me rappeler ce qu'il est advenu de moi lorsqu'ils ont commencé à me verser de l'eau froide sur le crâne. Je n'avais encore jamais enduré un pareil enfer. Pour un peu, je devenais enragé, et c'est à peine s'ils ont pu me retenir. Je ne comprends pas du tout la signification de cette étrange coutume. C'est un usage stupide, absurde. La légèreté des rois, qui ne l'ont pas encore aboli, me semble inconcevable. Je suppose, selon toute vraisemblance, que je suis tombé entre les mains de l'Inquisition, et celui que j'ai pris pour le chancelier est sans doute le grand inquisiteur en personne. Mais je ne peux toujours pas comprendre comment il est possible qu'un roi soit soumis à l'Inquisition. Il est vrai que c'est possible de la part de la France, et surtout de Polignac. Oh, ce coquin de Polignac! Il a juré de me faire du mal jusqu'à ma mort. Il me harcèle et me persécute. Mais je sais, mon ami, que c'est l'Anglais qui te mène. L'Anglais est un grand politique. Il essaie de se faufiler partout. Tout le monde sait que quand l'Angleterre prise, la France éternue. Le 25. Aujourd'hui, le grand inquisiteur est venu dans ma chambre, mais je m'étais caché sous ma chaise en entendant son pas. Voyant que je n'étais pas là, il s'est mis à m'appeler. Tout d'abord, il a crié « Proprichkin !» mais je n'ai pipé mot. Ensuite, « Oxens Ivanov, conseiller titulaire, gentilhomme !» J'ai gardé le silence. « Ferdinand, vite !» J'ai voulu sortir la tête, mais je me suis dit « Non, frère, tu ne me donneras pas le change. Nous te connaissons. Tu vas encore me verser de l'eau froide sur la tête. » Enfin, il m'a vu et m'a fait sortir de dessous la chaise à coups de bâton. Ce maudit bâton vous fait un mal horrible. Mais la révélation que je viens d'avoir m'a dédommagé de tout cela. J'ai découvert que tous les coqs ont une Espagne. Elle se trouve sous leur plume. Le grand inquisiteur est sorti de chez moi furibond en me menaçant de je ne sais quel châtiment. Mais j'ai méprisé totalement sa malice impuissante, car je sais qu'il agit comme une machine, comme un instrument de l'anglais. Jour 34e, mars, année 349, Rif. Non, non, je n'ai plus la force d'endurer cela. Mon Dieu, que font-ils de moi? Ils me versent de l'eau froide sur la tête. Ils ne m'écoutent pas, ne me voient pas, ne m'entendent pas. Que leur ai-je fait?
Pourquoi me tourmentent-ils? Que veulent-ils de moi, malheureux? Que puis-je leur donner? Je n'ai rien. Je suis à bout. Je ne peux plus supporter leur torture. Ma tête brûle, et tout tourne autour de moi. Sauvez-moi, emmenez-moi, donnez-moi une troïka de coursiers rapides comme la Brasque. Monte en selle, postillon, tinte ma clochette, coursier, foncez vers les nues et emportez-moi loin de ce monde, plus loin qu'on ne voit rien, plus rien. Là-bas, le ciel tournoie devant mes yeux, une petite étoile scintille dans les profondeurs, une forêt vogue avec ses arbres sombres, accompagnée de la lune. Un brouillard gris s'étire sous mes pieds, une corne résonne dans le brouillard. D'un côté de la mer, de l'autre l'Italie, tout là-bas, on distingue même les Ibizas russes. Est-ce ma maison, cette tache bleue dans le lointain? Est-ce ma mère qui est assise devant la fenêtre? Maman, maman, sauve ton malheureux fils, laisse tomber une petite larme sur sa tête douloureuse. Regarde comme on le tourmente, serre le pauvre orphelin contre ta poitrine, il n'a pas sa place sur la terre. On le pourchasse, maman, prends-en pitié, ton petit enfant malade. Et, savez-vous, savez-vous que le dey d'Alger a une verrue juste en dessous du nez? Le journal d'un fou, une nouvelle de Nicolas Vassilievitch Gogol-Yanovski, écrite en 1834 et publiée l'année suivante. Il y a un mystère, Gogol. Son ami, Aksakov, confiait que nul n'avait connu vraiment Gogol qui ne se donnait, ou ne se prêtait, que par fragments. Gogol, qui a entretenu toute sa vie une imposante correspondance, n'y fait guère de confidences personnelles. On ne lui connaît aucune liaison. À partir de 1842, Gogol entame une véritable dérive mystique. Il se persuade ainsi que sa mission est de sauver moralement la Russie en la guidant vers le paradis. Ce cheminement vers le bien, Gogol entend le décrire dans 2 nouveaux tomes des âmes mortes, son chef-d'œuvre. Il voit désormais cette œuvre comme une divine comédie russe. La première partie du roman était en fait une représentation de l'enfer sur terre. La seconde et la troisième partie décriront la graduelle rédemption des héros, leur passage au purgatoire, puis au paradis. Mais, pour cette œuvre, Gogol estime qu'il doit lui-même se perfectionner moralement. L'écrivain s'absorbe dès lors dans la lecture des livres saints tels que l'Imitation de Jésus-Christ ou le Ménologue. Mais ni son perfectionnement, ni l'écriture n'avancent comme il le voudrait. Rongé par le doute, déprimé, toujours plus hypocondriaque, il brûle à plusieurs reprises la suite des âmes mortes. Dans la nuit du 11 au 12 février 1852, Gogol brûle une dernière fois le manuscrit de la 2e partie des âmes mortes dans son appartement du boulevard Nikitsky à Moscou. Au matin, il accuse le diable de l'avoir trompé. Il se laisse ensuite mourir, refusant nourriture et soins. Finalement, livré aux mains des médecins, ceux-ci lui infligent des traitements d'une violence inouïe, bains froids, saignées, cataplasmes et sangsues. Gogol meurt le 21 février 1852, 4 mars dans le calendrier grégorien. À bientôt.